RCJ Midi, Rudy Saada. Soyez les bienvenus dans cette édition 100% Israël de RCJ Midi, dans cette édition donc entièrement consacrée à l'actualité israélienne. On se posera la question après une semaine extrêmement dense de l'unité des Israéliens après cette séquence. Cette crise a-t-elle révélé une fracture profonde dans la société? Pour mieux comprendre ce qui se joue et ce qui s'est joué, nous allons donner aujourd'hui la parole à des citoyens et citoyennes israéliens et nous serons en studio avec la correspondante du journal israélien Yediot Aharonot à Paris, Tamar Ksebok, et puis tout au long de l'émission depuis Tel Aviv avec Emmanuel Hadar. On évoquera également un colloque sur le général de Gaulle et Israël. Il a eu lieu dans les deux pays, France et Israël. Vous écouterez le reportage de Gérard Benamou à Ranana. Et puis on terminera de manière plus légère. On parlera du raisin israélien et du carton des comédiens et comédiennes de l'État hébreu au festival Sérimania à Lille. Voilà donc pour le programme de ce RCJ Midi spécial Israël que l'on débute par un tour complet de l'actualité avec Margot Siffer. Le journal Margot Siffer. Les titres de ce vendredi, Margot. Plusieurs milliers de personnes ont participé hier soir à Tel Aviv à une manifestation en soutien à la réforme judiciaire. En France, les Insoumis mais les communistes boycottent la rencontre de la semaine prochaine avec Elisabeth Borne au sujet de la réforme des retraites. Enfin, Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. De nouvelles frappes aériennes attribuées à Israël ont visé la capitale Damas ce matin, capitale de la Syrie. Et il s'agit de la deuxième frappe en 24 heures après celle de mercredi soir qui a blessé 2 soldats syriens. L'armée israélienne n'a ni confirmé ni infirmé cette accusation. Elle a tout de même déclaré qu'elle ne permettrait pas aux milices soutenues par l'Iran d'établir un bastion à sa frontière nord. Plusieurs milliers de personnes ont participé hier soir à Tel Aviv à une manifestation de soutien à la réforme judiciaire promue par le gouvernement baptisée la Marche pour la liberté. Tout en brandissant des drapeaux d'Israël et du parti Likoud, ces manifestants ont marché depuis le musée d'art de Tel Aviv jusqu'à la rue Kaplan. Ils ont aussi bloqué l'autoroute Ayalon qui traverse Tel Aviv. Il s'agit de la deuxième manifestation de ce type depuis que Benyamin Netanyahou a suspendu le processus législatif pour adopter la réforme judiciaire. Et à propos de cette réforme judiciaire, le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, a apporté son soutien à Benyamin Netanyahou. Le moment est venu pour les Américains de s'unir pour soutenir notre longue amitié respectueuse et importante avec Israël, a-t-il déclaré. Quant au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il s'est entretenu hier avec son homologue israélien, Eli Cohen. Les deux hommes ont réaffirmé l'importance des liens entre les États-Unis et Israël. Dans l'actualité internationale, ce jury new-yorkais qui a voté la mise en examen de Donald Trump. L'ancien président est accusé d'avoir acheté en 2016 le silence d'une actrice pornographique avec des fonds de sa campagne présidentielle. Le milliardaire new-yorkais dénonce une chasse aux sorcières qui se retournera violemment contre Joe Biden. La guerre en Ukraine avec cet appel du président bélarusse qui appelle donc à une trêve entre l'Ukraine et la Russie. Alexandre Loukachenko appelle aussi à des pourparlers sans conditions préalables entre Kiev et Moscou. L'objectif pour lui régler toutes les questions territoriales de reconstruction et de sécurité. Il dit craindre une guerre nucléaire à cause du soutien occidental à l'Ukraine. Après 10 mois de suspense, la Turquie a approuvé hier l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Le Parlement hongrois a lui aussi approuvé lundi dernier l'adhésion de la Finlande, mais il bloque toujours, comme la Turquie, celle de la Suède. Recep Tayyip Erdogan lui reproche notamment sa passivité face à la présence de terroristes kurdes sur son territoire. L'actualité politique en France avec la France insoumise et le Parti communiste qui boycotteront la rencontre organisée la semaine prochaine avec Elisabeth Borne au sujet donc évidemment de la réforme des retraites. Oui, ils organiseront d'ailleurs un cortège mardi jusqu'à l'Élysée. Les députés du Rassemblement national se rendront quant à eux à Matignon le 11 avril prochain. Quant au groupe socialiste, il attend de recevoir l'invitation de la première ministre pour se prononcer. Enfin, concernant la présence ou non de l'intersyndicale, le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est expliqué ce matin sur Europe 1. Nous avons invité toute l'intersyndicale. Il n'a échappé à personne qu'un des syndicats les plus importants, cet intersyndical, la CGT, tient un congrès avec des débats autour de sa ligne, de son orientation. Donc pour l'heure, vous n'avez pas de réponse de la CGT ? Nous verrons d'ici la semaine prochaine qui, parmi l'intersyndicale, accepte de venir. Ce n'est pas à nous d'en décider et, si je puis dire, ce n'est pas à nous de le commenter. Oui. Et puis, personne n'interdira à personne de parler de quoi que ce soit.
Et nous avons un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'actualité, j'allais dire brûlants d'une certaine manière. La réforme des retraites en est un. Nous avons des désaccords, nous le savons. Nous avons aussi d'autres sujets qui peuvent être abordés. Et donc le but d'une telle rencontre à Matignon est évidemment d'apaiser les tensions entre les forces syndicales et le gouvernement. Et puis c'est tombé ce matin contre toute attente. Sophie Binet succède à Philippe Martinez au poste de secrétaire générale de la CGT. Sophie Binet devient ainsi la première femme à prendre la tête de la centrale. Leurs deux autres candidates étaient jusqu'alors pressenties, Marie Buisson, la dauphine de Philippe Martinez, et Céline Verzelletti, mais elles ne sont pas parvenues au terme d'une nuit de tractation à faire consensus sur un seul nom. La nouvelle patronne de la CGT occupait auparavant ce poste à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. Des manifestations ont lieu hier soir devant les préfectures de plusieurs villes de France contre, je cite, la répression à Sainte-Soline et les violences policières. À Paris, la préfecture de police a comptabilisé 4500 manifestants devant l'hôtel de ville. Hier, la défenseure des droits, Claire Hédon, s'est aussi saisie des cas des 2 manifestants grièvement blessés lors de la manifestation interdite de samedi dernier contre le projet de méga-bassine. Le député Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, a réagi ce matin sur France Info. Je condamne toutes les violences. Je veux dire ma peine, ma sympathie pour toutes les victimes des violences, côté policier comme côté manifestant. Dans ce pays, on doit réaffirmer le droit de manifester. Manifester n'est pas une menace, y compris de la part de ce gouvernement qui considère aujourd'hui que manifester est une menace. Quand vous avez un gouvernement, vous avez le président de la République, il a parlé de guerre hier. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui parle de terroristes. Moi, j'en veux pas aux policiers. Les policiers, ils agissent sur ordre. Il y en a quelques-uns qu'il faut sanctionner. Mais la grande majorité est mise en danger. Est mise en danger parce que vous avez une chaîne de commandement avec à sa tête le président Macron et un ministre de l'Intérieur qui veulent embraser notre pays. Et à noter que l'un des manifestants grièvement blessés est sorti du coma. Et puis ce 31 mars marque également la fin de la trêve hivernale. Elle avait débuté le 1er novembre dernier. Durant cette période, les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne payait pas son loyer étaient suspendues du fait de l'inflation. Des dizaines de milliers de ménages encourent désormais le risque de se retrouver sans logement, alerte la Fondation Abbé Pierre. Et puis on termine avec du sport. On connaît le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football féminin. Il s'agit d'Hervé Renard, 54 ans, jusqu'ici sélectionneur de l'Arabie Saoudite, qui succède à Corinne Diacre. Il ne lui reste plus que quelques mois pour préparer au mieux la Coupe du Monde qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain, tout comme les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci Margot Siffer. Dans un instant, retour sur la semaine en Israël suivi de notre débat. Cette crise a-t-elle révélé une fracture profonde dans la société israélienne? On en parle avec nos invités en France et en Israël dans un instant. RCJ Midi, Rudy Saada. Le FSJU a un message pour vous. Pessah, c'est le message d'un peuple qui sort uni de l'Égypte pour la liberté et pour sa dignité. À Pessah, le FSJU délivre avec ses partenaires des milliers de bons d'achat pour les personnes en situation de précarité, quelle que soit son histoire. À Pessah, agissez avec le FSJU pour une communauté plus solidaire. Donnez sur pessah.fsju.org, pessah.fsju.org. Le FSJU et toute son équipe vous souhaitent une belle fête de Pessah. Chag Sameach. Rachel Bobot, 77 ans. La fin de vie soulève des questions. Que deviendra mon patrimoine? Comment le rendre utile? Qui pour porter mes valeurs après moi? En faisant un leg au Magen David Adom, je sais que je m'associe à une œuvre immense et tellement juive, le sauvetage des vies. J'ai pris ma décision. Je ferai un leg au MDA et mon âme sera en paix. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02. Il y a 3335 ans, les Hébreux sortirent d'Égypte, traversèrent la mer Rouge à pied et marchèrent dans le désert durant 40 ans pour entrer en Israël. Pour Pessah 2023 avec partironisraël.com, pas besoin de marcher 40 ans pour profiter du soleil d'Israël. Laissez-vous séduire par nos séjours en vol direct vers Tel Aviv et Eilat avec les plus beaux hôtels d'Israël tels que le Ucoral Beach Eilat en formule ultra all inclusive à partir de 2699 € par personne. Renseignements et réservations sur partironisraël.com ou au 01 70 70 0049 01 70 70 0049.
RCJ Midi, Rudy Saada. Merci d'écouter RCJ Midi 100% Israël ce vendredi. On va, pour débuter cette émission, revenir jour après jour sur la semaine en Israël et on commence par lundi. Le jour le plus long. Après l'annonce la veille du limogeage du ministre de la Justice Yoav Gallant par Benyamin Netanyahou, le pays se met pour la première fois de son histoire presque à l'arrêt pour réclamer le retrait de la loi sur la réforme du système judiciaire. Dans la fonction publique, les transports, le secteur privé, la tech et plus décisif encore l'armée, les opposants se font entendre et disent défendre la démocratie israélienne. Julien Baloul, ancien journaliste, interrogé ce matin-là. Il était minuit, 1h du matin, 2h du matin, je suis resté jusqu'à 2h du matin. Il y avait des milliers de personnes qui dansaient, qui chantaient. Il y avait une atmosphère presque de colonie de vacances, de joie, vraiment d'unité avec des personnes qui chantaient la tikva, d'autres qui chantaient des chants en hébreu, qui s'encourageaient énormément de drapeaux d'Israël. Tout le monde avec drapeaux d'Israël, c'était vraiment une manifestation de patriotes, de gens qui aiment leur pays, des gens qui sont inquiets pour leur pays. J'ai vu des personnes âgées, très âgées, alors qu'il était 2h du matin. J'ai vu des jeunes, des séfarades, des ashkénazes. Il y avait vraiment tout le monde qui était là. Et puis, il faut le dire, des scènes que je n'aurais jamais imaginé voir en Israël, que j'avais à République. En France, on parle beaucoup des casseurs, de ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que là, il y avait des incendies sur l'autoroute. Devant cette montée de fièvre, la rumeur d'un retrait apparaît très tôt dans la matinée. Cathy Bisraor. On comprend évidemment que pour Benjamin Netanyahou, le dilemme est énorme. D'un côté, il comprend très bien que l'état de la situation en Israël est une situation qui met en danger même l'état d'Israël. L'histoire n'est même plus aujourd'hui politique, c'est clair. Il y a, lorsque l'armée est touchée, il comprend très bien qu'il faut faire quelque chose et qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'un autre côté, la décision, si véritablement il prend la décision d'arrêter la réforme judiciaire, représente des risques énormes politiques pour lui, car il est très possible qu'une partie de sa coalition, notamment la droite de l'échiquier israélien, ne le suive pas. Après plusieurs heures de suspense, mais surtout de tractation avec sa coalition, Benyamin Netanyahou prend la parole à 18h à la télévision israélienne. ולכן, מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות בה' Peu avant ce discours, ce sont les partisans de la réforme qui ont pour la première fois manifesté. Ils étaient des dizaines de milliers. Mardi, le jour d'après. Le pays se remet en route. Les premières négociations commencent à la résidence du président. Mais du côté de l'opposition, la méfiance demeure, à l'image de l'ancien Premier ministre Yair Lapid. Gérard Benamou, notre correspondant en Israël. Dans quelle mesure serait respecté le gel de la législation de la réforme judiciaire par le Premier ministre, estimant cependant que si le projet de loi est réellement totalement interrompu, eh bien nous serons prêts, a-t-il dit, à entamer un véritable dialogue à la résidence du président Yitzhak Herzog. Nous devons nous asseoir ensemble et rédiger la constitution israélienne sur la base des valeurs de la déclaration d'indépendance. Toutefois, il faudra laisser le président déterminer un mécanisme de dialogue et lui faire confiance pour une médiation équitable. Mercredi, on parle de l'une des concessions faites par Benyamin Netanyahou à son ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir. La création d'une garde civile nationale au contour encore très flou. Certains parlent de milice, alors que d'autres parlent de solutions pour renforcer des services de police fatigués. L'analyse de Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements israéliens. À la base, au départ, une garde civile ou une garde nationale est une bonne chose. Je rappelle que c'était en fait sous le gouvernement précédent de Naftali Bennett que l'idée de cette garde nationale avait été soutenue. Aussi après des incidents graves dans les villes mixtes juives et arabes, on avait parlé d'alléger le fardeau de la police avec cette garde nationale de volontaires, donc qui viendrait un petit peu soulager les policiers et les gardes frontières du fardeau de leur travail. Donc dans l'ensemble, le projet pourrait être un bon projet à condition que le mandat de cette garde nationale soit clair, qu'ont-ils droit de faire, quel est l'objectif de cette garde nationale et surtout qui va la diriger. Jeudi, de l'eau dans le gaz entre Israël et son allié historique américain. Netanyahou ne sera pas invité à la Maison-Blanche dans un avenir proche. La phrase pour le moins inamicale est signée Joe Biden, très agacé par la réforme de la justice en Israël.
Côté israélien, on essaye de minimiser. Le Premier ministre s'est gardé de pointer un doigt accusateur sur les propos de Joe Biden, pour le moins vexant. Israël et les États-Unis, a répondu Netanyahou, ont eu des différends, mais je tiens à vous assurer que l'alliance entre la plus grande démocratie au monde et la démocratie forte, fière et indépendante qu'est Israël, au cœur du Moyen-Orient, est inébranlable. Pour l'éditorialiste Annette Lévy-Villard, ancienne correspondante de Libération aux États-Unis, Israël doit donner des gages à un allié clé. Quand 250 investisseurs installés aux États-Unis signent une lettre à Benjamin Netanyahou pour le mettre en garde. De quoi, il deviendra de plus en plus difficile de se faire l'avocat et de défendre Israël sur le plan international, préviennent-ils. Une rupture avec Washington et l'Amérique, qui finance des milliards, qui a toujours assuré un soutien total international à Israël, risque de coûter cher, comme dans tous les divorces à l'américaine. Voilà donc pour le résumé de cette semaine et avec nous tout au long de cette émission. Emmanuel Ada, bonjour. Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs. Alors, quelle information retenez-vous dans ce résumé évidemment sélectif de l'actualité de la semaine ? Alors, c'est une actualité très dense, donc c'est un petit peu difficile de choisir une information plus que l'autre. En tout cas, ce qu'on remarque déjà, c'est que les manifestations d'un seul camp ne sont plus toutes seules, puisque maintenant les deux camps manifestent, comme vous l'avez annoncé. C'est la deuxième fois, donc hier soir, que les manifestants pro-gouvernement ont manifesté dans les rues de Tel Aviv, et pour reprendre les propos de Julien Baloul, ils ont manifesté également avec des drapeaux d'Israël, en chanson, bon enfant. Il y a même eu des siffrets Torah qui ont circulé parmi les manifestants. Il y avait énormément de jeunes, beaucoup de jeunes de mouvements de jeunesse, beaucoup de jeunes de yeshivot qui sont venus danser, chanter. Donc c'était également une manifestation avec une atmosphère très fraternelle, très israélienne, très folklorique aussi, on peut dire, pour montrer à l'autre camp que nous aussi, eh bien, on aime Israël, et nous aussi, on peut sortir des drapeaux, et nous aussi, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, Rudy, il parlait de marche pour la liberté. Donc, ce sont des valeurs auxquelles les deux camps sont très attachés, visiblement. Maintenant, ils ont soutenu leur gouvernement parce qu'ils ont voté pour ce gouvernement, et ils veulent faire entendre leur voix. Voilà ce que je retiens de cette semaine, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, bien, on voit les gens de droite qui ont voté pour Benjamin Netanyahou sortir dans la rue à leur tour. Merci Emmanuel, on vous retrouve dans un instant et nous accueillerons Tamar Sebo, correspondant du journal israélien Yediot Aharonot à Paris, et puis nous donnerons la parole justement à des citoyens israéliens, Eliane et Jonathan. À tout de suite. Le FSJU a un message pour vous. Pessah, c'est le message d'un peuple qui sort uni de l'Égypte pour la liberté et pour sa dignité. À Pessah, le FSJU délivre avec ses partenaires des milliers de bons d'achat pour les personnes en situation de précarité, quelle que soit son histoire. À Pessah, agissez avec le FSJU pour une communauté plus solidaire. Donnez sur pessah.fsju.org, pessah.fsju.org. Le FSJU et toute son équipe vous souhaitent une belle fête de Pessah. Chag Sameach. Bonjour, c'est Marc Wielinski. Je vous retrouve un vendredi sur deux, de 12h à 13h, pour l'Air du Temps. L'Air du Temps, la nouvelle émission d'analyse et d'actualité en direct sur Radio RCJ. Décryptage, débat, commentaires avec nos chroniqueurs. L'Air du Temps, c'est vendredi à 12h. Myriam Goldstein, 70 ans. La vie prend du sens lorsqu'on partage. Je me rends compte qu'après avoir joui de l'existence, partagé autant que je le pouvais, j'ai envie de transmettre. Magen David Adom, c'est la maîtrise de l'urgence et l'assistance à autrui. En faisant un leg au MDA, je sais que l'intégralité de mes biens servira à préserver la vie. Et ça a du sens. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02. RCJ Midi, Rudy Saada.
Israël sort-il renforcé ou plus fracturé jamais de cette crise? C'est la question que nous allons nous poser ensemble pendant les 30 prochaines minutes avec nous dans ce studio. Tamar Sebok, correspondante du journal israélien Yediot Aharonot à Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Toujours depuis Tel Aviv, Emmanuel Ada, Laurence Goldman également avec nous en studio. On va accueillir également Eliane, artiste membre du groupe Nikion Kapayim depuis Israël. C'est un groupe de lutte contre la vie chère. Eliane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également avec vous, Jonathan Dema, chirurgien à l'hôpital Hadassah. Bonjour. Oui, bonjour. Merci donc à toutes et tous d'être avec nous. Et on va tout d'abord démarrer par ce sondage, Laurence Goldman. À l'issue donc de cette semaine extrêmement difficile en Israël, la société israélienne paraît plus divisée que jamais. Oui, avec un sérieux revers pour Benyamin Netanyahou, selon les résultats de 2 enquêtes d'opinion réalisées par 2 chaînes de télévision israéliennes. Si des élections devaient se tenir aujourd'hui, la coalition gouvernementale passerait sous le seuil des 60 sièges, soit en deçà de la majorité à la Knesset, qui est de 61. Le Premier ministre actuel ne serait donc pas en mesure de former un gouvernement. Le vainqueur du scrutin serait Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, à la tête du parti centriste Union nationale, obtiendrait 23 sièges. Il aurait donc, lui, la possibilité de former une coalition gouvernementale. Alors, dans le détail, le Likoud perdrait 7 sièges. Il resterait le parti majoritaire à la Knesset avec 25 sièges contre 32 aujourd'hui, mais ses alliés, également en perte de vitesse, ne lui permettraient pas d'atteindre les 61 sièges requis. Le parti de Gantz, en revanche, poursuit sa tendance à la hausse et obtiendrait 23 mandats. Allié aux formations de gauche, il aurait donc la possibilité de former un gouvernement. À noter que l'autre leader de l'opposition, Benyamin Netanyahou, Yair Lapid, ne sort pas renforcé de cette crise politique et sociale, toujours selon ses sondages. Son parti Yesh Atid tomberait à 22 sièges au lieu de 24 actuellement. Alors, que retenir également donc de ces 2 sondages? Alors, après le chaos de la réforme judiciaire et les manifestations qui ont suivi, près d'un quart des électeurs du Likoud déclarent soutenir le plan de compromis présenté par le président de l'État d'Israël. 17% des électeurs de l'actuelle coalition se disent eux aussi en faveur de cette initiative de Chaim Herzog. Enfin, la majorité des personnes interrogées estiment que la crise que traverse actuellement le pays est la menace la plus importante pour l'avenir d'Israël devant les questions sécuritaires. Tamar Sebok, est-ce que vous partagez ce sentiment d'un danger imminent de l'unité d'Israël et donc, in fine, de son existence? Moi, je suis très inquiète par ce qui se passe, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de démons qui sont sortis, qu'il sera très difficile de faire rentrer à nouveau dans la bouteille. Ça veut dire qu'il y avait 2 choses qui ont été dites, il y avait des actes, il y avait de la violence, il y avait des déclarations qui sont très extrêmes. Je crois qu'il y a une grande partie de la population qui est fatiguée. C'est pour ça qu'il soutient le pourparler chez le président d'Israël. Mais il y a une grande méfiance. Ça veut dire que la première partie dans cette négociation chez le président, c'est plutôt pour établir la confiance entre les 2 côtés. Et les manifestations sont vraiment très polarisées. Et cette histoire de servir dans la réserve de l'armée, de dire est-ce qu'on sort le jour de commémoration ou pas, en dehors de la politique, il y avait des évidences, il y avait des socles de la société israélienne qui ont été jamais remises en question. Et ça, c'est une fissure qui est fondamentale. Et moi, personnellement, elle m'inquiète beaucoup. Est-ce que cette fracture qu'on a vue se dessiner très fortement ces dernières semaines en Israël est la même qu'il y a 75 ans lors de la création de l'État entre laïcs et religieux, ou est-ce que le clivage n'est plus pertinent? Ce clivage-là n'est plus pertinent aujourd'hui au regard des populations qu'on a vues manifester dans les rues en Israël? Je crois que c'est de plus en plus. Il y a cette célèbre histoire sur Ben Gurion, quand le rabbin Kook est venu lui parler de cette séparation de l'État et de la religion. Et le rabbin Kook lui a dit il faut passer les chariots pleins devant les chariots vides, qui est toujours resté dans la mémoire collective. Et en fait, les laïcs, ils ont toujours dit nous aussi, on a un chariot plein.
Donc à l'époque, les rapports de force étaient beaucoup plus amicaux. Maintenant, je crois qu'au-delà de la réforme judiciaire, les citoyens laïcs qui portent l'économie disent « on nous dicte la vie, on va nous dicter de plus en plus notre façon de vivre ». Et il y a une révolte par rapport au caractère d'Israël dans l'avenir. Alors, on a donc décidé de donner la parole à des Israéliennes et des Israéliens. Et nous sommes donc, comme je le disais, en ligne avec Eliane. Vous avez fait votre alia en 2007. Vous êtes membre d'un groupe contre la vie chère en Israël. Et vous avez décidé de ne pas manifester. Pourquoi ? Déjà, ils m'ont bien eu à l'époque quand on m'a embarqué à Balfour. Je suis allée à Balfour pour manifester contre la corruption. Pour en finir, résultat des courses... ils ont enfin, comme ils le souhaitaient, comme ils prétendaient que c'était la solution, dégagé le début du gouvernement. Ils nous ont mis quoi ? Le changement à la place, qui a fait encore pire. Netanyahou, il nous a vraiment mis une cherté de la vie, de l'immobilier sans précédent. En 12 ans, il a augmenté de 130% l'immobilier, par exemple, et la cherté de la vie aussi, de 25% par rapport à l'OCDE. Et en face, on a eu le changement, ils nous ont mis 20% en un an rien sur l'immobilier, sans parler de la cherté de la vie, qu'ils ont mis sur le compte de l'Ukraine. Elle a bon dos, ça vient d'augmenter bien avant l'Ukraine. Alors, Eliane, quand vous dites non, il... on n'aura plus. Vous savez, moi, ça fait des années que je me bats contre la cherté de la vie. J'en ai organisé des manifestations. On s'est défoncé à faire des manifestations. Vous savez combien de personnes il y avait pour la cherté de la vie, qui est une évidence, et qui est ni de gauche ni de droite, mais qui touche absolument tout le peuple, et dont tout le monde se plaint. On était 700. Alors moi, je vais vous dire une chose que j'ai bien compris. Quand la mayonnaise, elle prend autant dans les manifestations, il y a des intérêts politiques et financiers derrière. On va pas me le faire avaler. Et là, la première des choses qui était énorme, le premier des mensonges pour mettre les gens dehors. Attendez, je suis bien d'accord. Hein. Moi, je ne soutiens pas les réformes extrémistes. Mais je soutiens et je vive une réforme. Il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. D'abord, premièrement, ils ont mis 90% des gens dans la rue sous prétexte de démocratie. Comme si on était vraiment une démocratie alors qu'ils avaient un dictateur dans chaque bureau ici. Il faut arrêter de nous mentir quand même, il faut dire la vérité. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ils ont dit l'économie va se casser la figure. Ils nous ont ramené des dirigeants dans la high-tech, déclaré qu'il y avait la fuite des investisseurs, etc. Mais c'est clairement et nettement un mensonge. Sinon, le dollar, il aurait été à 4. C'est un mensonge. Le pays, l'économie ne va pas chuter pour une réforme. C'est un mensonge. Il parle aussi de la cote de crédit d'Israël qui va aussi tomber. Mais on ne peut pas faire tomber la cote de crédit d'Israël alors qu'il suffit d'utiliser 5% des réserves au cas où pour la stabilité. Enfin, on a quand même vu le shekel baisser. Il y a des capitaux qui sont... De combien ? De quel pourcentage ? Son plus bas niveau depuis 3 ans. La fuite de 3,58 c'est passé à 3,66. C'est ça la fuite. C'est énorme. Si c'était à 4, ça aurait été sérieux. Ça n'arrête pas de bouger. C'est minime. Juste pour comprendre, quand vous dites ils nous ont mis tel ou tel, vous parlez de qui ? Vous parlez de quoi ? Moi, ce que je veux dénoncer, d'un côté comme de l'autre. Ici, on manipule les gens par la peur. Netanyahou, il manipule les gens par la peur des Arabes, la peur des gauchistes, qui vont donner la terre aux Arabes, alors qu'ils ne sont rien du tout dans le pays. Mais rien de rien, ils n'auront pas la majorité. Les Arabes, il faut arrêter la sécurité, on gère. Et les Arabes israéliens aussi, il faut arrêter avec cette haine-là. Et de l'autre côté, la peur des religieux, la peur des extrémistes. Ça, les extrémistes et les religieux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de leur rendre la monnaie de leur propagande de haine. Il faut arrêter de se fiche de nous. Puis alors, sans parler de l'anti-Bibi. Ok, le Bibi, il est corrompu, moi, j'en ai pas le moindre doute, mais comme s'il était le seul, il va mourir de rire, là. Bon, on sent évidemment que vous êtes extrêmement remonté. Manuel Ada voulait intervenir. On est chez les fous.
Je voudrais réagir au propos de Madame Eliane. Effectivement, ce qu'on peut sentir en Israël, c'est que ce n'est pas tout blanc et tout noir. Il n'y a pas les gentils manifestants qui descendent avec des drapeaux et qui veulent la démocratie et la liberté, et de l'autre côté, des méchants qui veulent la dictature, la milice, comme on l'entend dans les médias français, la milice de Ben Gvir. C'est pas exactement comme ça que les choses se passent, et je pense que c'est ce que Madame Eliane essaye de nous faire passer comme message, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on a un problème en Israël, et de dictature entre guillemets, et de problèmes religieux, et de problèmes économiques, et que cette réforme aujourd'hui, qui a été, je le rappelle, réclamée depuis très longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. D'abord, elle faisait partie du programme politique et électoral de Benjamin Netanyahou. Les électeurs de Bibi ont voté pour lui aussi pour cette réforme, et il a été élu, donc il y a une majorité d'Israéliens qui ont voulu ça. Deuxièmement, c'est une réforme qui a été proposée déjà à maintes reprises par d'autres gouvernements. Ayelet Shaked s'en est aussi emparée à l'époque lorsqu'elle était avec Naftali Bennett. Donc c'est pas quelque chose de nouveau qui tout d'un coup, si vous voulez, a fait sortir les Israéliens dans la rue. Je pense que, comme disait Tamar, c'est aussi une fatigue, un ras-le-bol des Israéliens qui se sentent ballottés sans arrêt entre la vie chère, l'immobilier qui grimpe, les problèmes économiques, les problèmes sociaux et aussi les problèmes sécuritaires. Vous le savez, Rudy, je le rappelle à chaque fois. Quand Israël est divisé, quand Israël se déchire, ce sont nos ennemis qui se frottent les mains. Et on l'a vu effectivement dans la presse de certains pays. Oui, Eliane, rapidement. Je voudrais rajouter quelque chose de très important rapidement. C'est que les mêmes juges de la Cour suprême, là, que tout le monde est dans la rue pour les défendre, ces gens-là, ce sont les marionnettes des manias monopoles et des pollueurs. Ils les soutiennent. Ces gens-là, d'abord, premièrement, c'est très important de prendre en compte, c'est que non seulement les juges en question défendent le monopole contre le peuple, et n'oubliez pas une chose, c'est que pour faire respecter ses droits en Israël, il faut payer un avocat. Ça va coûter entre 50 et 60 000 shekels minimum. Qui est-ce qui les a? Le petit peuple, mais jamais ces gens-là vont les défendre. Ils n'auront jamais les moyens de se faire défendre. Donc en fait, on est dans la rue là pour défendre les riches contre le peuple. On entend votre colère. Un peu avant d'agir. Eliane, on entend votre colère. Tamar Sabah, que vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, je pense que Netanyahou et Likoud n'étaient pas, comme on dit tout le temps, élus que pour cette réforme. Je crois qu'ils étaient élus beaucoup sur le problème économique, justement. Ça, je suis d'accord. Et pour le moment, les lois qui passent sont plutôt politiques et qui vont arranger des questions de pouvoir et pas de questions économiques. Donc, les théories de complot, excusez-moi, par rapport aux juges, moi, je regarde jamais les choses dans un bloc. Il faut regarder ce qu'il y a dans cette réforme. Dans cette réforme, il y a une critique qui est peut-être justifiée. Et je ne crois pas qu'on dit ils étaient élus pour faire cette réforme. Je crois qu'ils étaient... Personne n'a présenté cette réforme dans toutes ces parties et les gens ne regardent et ne lisent pas tout. Il y a des choses qui étaient ajoutées après. Donc, dire ils étaient élus pour ça... Après, c'est le jeu de la démocratie. Voilà, mais est-ce que les lois qui sont proposées sont complètement la démocratie? Je ne sais pas. Du Likoud. Emmanuel, on ne vous a pas entendu. Emmanuel. Non, je disais simplement, pour rectifier ce que disait Tamar, la réforme faisait partie du programme politique du Likoud aux dernières élections. Alors c'est sûr ils n'ont pas élu Bibi Netanyahou pour cette réforme, mais elle a toujours été dans le programme électoral du Likoud. Alors justement, on va se tourner vers quelqu'un qui est pour cette réforme. Jonathan Dema, vous êtes chirurgien à l'hôpital Hadassah, vous êtes installé en Israël à l'an 2000, vous êtes donc pour cette réforme. Est-ce que vous déplorez c'est la radicalité dans le débat, le manque de dialogue qui a traversé la société israélienne? Bonjour à tous. Moi j'étais très... on a tous reçu un électrochoc par ce qui s'est passé en début de semaine sur le fait qu'il y a toujours eu des disputes en Israël. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit plus tôt, que c'est la plus grande dispute qui a jamais été. C'est pas ça du tout. Il y a eu beaucoup plus grandes disputes en Israël, que ce soit à la création de l'État, quand
Ben Gurion a tiré sur l'Altalena et que le Hetzel devait décider s'il devait répondre ou pas, où il y avait eu 16 morts, une dispute énorme entre les deux. Ben Gurion qui a failli renverser la Knesset 10 ans après de manière populaire. Aussi, il a failli avoir une révolution à Jérusalem, un ancien site de la Knesset. La guerre de Kippour, où il y a eu 2600 jeunes qui sont morts après une crise en Israël qui était bien plus grande. Donc je remets les choses en proportion. Il y a une crise comme il y a souvent en Israël, parce qu'on est une démocratie très vivante, c'est ce qui nous permet d'avancer de manière beaucoup plus rapide que la plupart des démocraties du reste du monde. Donc d'abord, je suis très content qu'il y ait ces disputes qui soient présentes en Israël. Cela dit, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, c'est au niveau du sondage qui a été donné par la suite. D'abord, c'est qu'un sondage, c'est pas les urnes, mais ce qui montre, c'est que le Benny Gantz, qui est celui du milieu plus, qui n'est pas du tout des extrémités, c'est celui qui reçoit le plus de soutien, c'est celui qui a le plus grandi, parce que justement, c'est les deux partis pour et contre la réforme ont été trop influencés par leurs extrémités. Donc il y a eu un clivage grave entre les deux côtés et une perte de discussion jusqu'à que ça arrive à un point qui s'est passé en début de semaine où les élites de l'État, que ce soit l'armée, que ce soit les médecins, des petits groupes dans chaque, ils ont dit qu'ils ne continueraient pas d'exercer ou de servir l'armée si ça se passait. Alors que c'est quelque chose qui est purement politique, ils l'ont fait rentrer dans quelque chose qui n'est pas politique. Et donc là, c'est quelque chose de très grave qui s'est passé. Et donc là, il y a eu ce clivage qui a fait arrêter la réforme pour l'instant, mais les deux partis, la plupart, je précise, sont plus dans une volonté de réforme, mais de réforme qui soit discutée. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, mais la plupart des gens sont pour discuter, pour arriver à un accord entre les deux. Et donc, ces personnes du milieu qui sont la majorité de la population, on dit on est parti trop loin. Et donc là, il y a des discussions qui se passent, un renouvellement des discussions qui se passent pour voir quels sont les points qu'on est prêt à accepter de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un besoin, en tout cas à vous entendre, c'est ce qu'on ressent, un besoin d'apaisement dans une grande partie de la population israélienne après cette séquence ? D'abord, elle s'est passée d'elle-même, parce que, comme je dis, en Israël, c'est un peu comme à la table de Shabbat. Les plus grandes disputes, ça se passe à la table de Shabbat, mais on est tous de la même famille, et donc à partir du moment où on a crié trop fort, après on vient pour essayer de raccommoder, on te passe le sel, on te place le plat de Shabbat pour calmer les choses. Donc déjà, on a vu depuis le début depuis ce gros clivage, on voit des gens qui discutent. Par exemple, lundi, quand il y a la manifestation de droite, il y a énormément de gens de gauche qui sont restés pour voir et pour discuter. Moi, j'étais à la manifestation de lundi. Il y a énormément de gens de gauche qui n'avaient pas entendu. Un des problèmes des médias, par exemple, pas des médias, de Facebook et d'autres, c'est que par l'algorithme, il fait qu'on voit que les personnes qui nous ressemblent. Et donc, on n'écoute plus du tout l'autre partie. Et donc là, ils sont restés pour écouter l'autre partie. Et il y a eu des vraies discussions pendant cette manifestation. Une très grande manifestation, en fait. Près de 10% étaient des gens de gauche parce qu'ils sont venus écouter l'autre partie. Et il se passe la même chose de l'autre côté. Quand il y a une manifestation de gauche, moi-même, je fais partie d'une manifestation de gauche pour discuter avec les gens et entendre ce qu'ils ont à dire. Tamar Sebok, est-ce que les leaders d'opinion en Israël n'arrivent plus à dialoguer ? C'est vrai que le fait de se mettre autour de la table pour discuter, cela a pris énormément de temps. Il a fallu arriver à des scènes assez incroyables pour que l'opposition vienne à la table des négociations. Oui, moi j'ai un petit problème avec le fait qu'on essaye toujours de mettre deux côtés à équivalence, juste pour être neutre, dire la gauche et la droite, c'est la même chose. Il y a eu des lois qui limitent le droit personnel de certains citoyens et la demande je dirais pas de la gauche, de l'opposition était d'abord arrêter pour pouvoir discuter. Parce que si on discute pendant ces temps-là, toute la loi passe, on ne peut pas négocier. Comme disait Benny Gantz, on ne peut pas négocier quand le pistolet est sur la table. Donc, c'était pas exactement la même position de deux côtés.
Et voilà, je m'insurge contre cette fête où on dit, eux, ils ne voulaient pas discuter, et ils ne voulaient pas discuter. Maintenant, la situation, c'est qu'il faut discuter. Mais pour commencer, ce n'était pas exactement égal. Et je rappelle aussi qu'il y a des lois qui passent comme ça, par exemple, qui ont l'air très intéressants, comme on ne peut pas faire un procès à 2 soldats qui ont peut-être été accusés de certaines actions pendant leur service, sauf que si la Cour suprême en Israël est faible, c'est direct la Cour internationale de justice à Hague. Donc, il y a des trucs qui sont très populistes qu'il faut discuter. Il faut prendre le temps. Et ces côtés, oui, on va tout faire, on va tout casser, oui, c'est pas égal. Tamar Sebok, le président de l'État d'Israël, Chaim Herzog, il a proposé donc de conduire ces discussions, ces négociations. Est-ce que vous diriez que c'est lui qui détient les clés maintenant d'une réunification des citoyens israéliens? C'est l'homme de la situation, c'est lui qui peut réconcilier le pays. Est-ce qu'il en a la carrure et la stature? Alors, c'est une question un peu compliquée parce que il a été élu avec les soutiens de Netanyahou. Donc, il a une légitimité parce que c'est un homme qui était dans le Parti travailliste et qu'il est le président. Mais première étape en ce moment, c'est même pas la discussion sur la réforme, c'est recréer la confiance. Et on verra bien. Il n'y a personne d'autre qui peut être aussi neutre et aussi... Il est consensuel en Israël, Chaim Herzog. Il est reconnu par les 2 partis, j'ai envie de dire. Bougie Herzog. Herzog, oui. C'est son père. Oui. Pardon. Là, on parle d'Yitzhak Herzog. Voilà, Yitzhak. Parce que... son père fils. également président. Ouais. Absolument. Je crois que la question n'est pas s'il est consensuel ou pas, c'est que c'est le seul en ce moment, c'est plutôt la fonction qui fait qu'il est consensuel. Il faut dire merci au président qui était avant lui, Reuven Rivlin, parce que c'est lui qui a rendu, je crois, à cette fonction. Et avant lui, Shimon Peres aussi. Oui, aussi. Également. Emmanuel Haddad, je me tourne vers vous. Jonathan parlait il y a un instant de cette table de Shabbat où on arrive à s'engueuler, à se passer les plats par la suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image ou est-ce que c'est le mot qui revient dans cette émission? Est-ce qu'il y a une fracture? Alors oui, c'est vrai, on a l'habitude de voir des débats houleux à la Knesset, on a l'habitude de voir les députés, les hommes politiques s'engueuler, comme vous dites, régulièrement. C'est une attitude, c'est une culture politique israélienne, donc c'est pas ça qui choque. Ce qui choque, c'est que effectivement, on peut se demander pourquoi l'armée, le corps de l'armée est intervenu dans cette discussion. L'armée aurait dû normalement rester à l'écart de ce problème. Mais ce que je retiens de ce qu'on vient de dire, c'est ce que tout à l'heure Laurence a évoqué, c'est que Benny Gantz, qui est en fait, on va dire, l'homme du milieu, peut faire l'équilibre. Et effectivement, depuis quelques jours, il reçoit énormément d'appels du pied de membres du gouvernement. On a vu que Moshe Gafni, qui est du parti ultra-orthodoxe, l'a convoqué, ils ont discuté ensemble, ils se sont assis et ils lui ont proposé de rejoindre la coalition pour rétablir un équilibre. Et c'est aussi la presse qui monte en épingle beaucoup l'attitude de Benny Gantz, qui essaye d'être posé, serein et de faire le lien entre les 2 côtés, entre l'opposition et entre la coalition. Et c'est pour ça peut-être qu'on voit que les résultats dans les sondages qui, comme l'a dit le docteur Dema, ce ne sont que des sondages qui changent tous les jours, mais en tout cas, effectivement, le parti de Benny Gantz est en train de monter au détriment de Yair Lapid. Peut-être que Benny Gantz sera l'homme du milieu et l'homme de la réconciliation, c'est possible. Oui, Tamar Sebok, c'est parce qu'il a été chef d'état-major de Tzahal, Benny Gantz, qu'il passe devant Yair Lapid dans les sondages pour incarner l'opposition. Il inspire confiance aux Israéliens de par son passé militaire. Je crois que c'est son passé militaire, je crois aussi que c'est sa stature, et je crois que Yair Lapid ne s'exprime pas assez, et donc il a une tactique, je crois, de laisser faire, et puis voir si ces chaos profitent plutôt à... Là, on arrive dans la politique politicienne. Je peux
donner mon avis là-dessus. Alors oui, très rapidement. Yair Lapid a construit sa carrière sur la haine des religieux. Alors, c'est pas lui ils vont tendre la main à qui parler. Et puis Gantz, justement, vraiment, moi, je suis ravie qu'il monte, parce que de chaque côté, franchement, s'il y en a un seul qui m'inspire confiance, il a été capable de se suicider politiquement quand, justement, on a le corona qui nous est tombé dessus, et qu'il a fait alliance avec ce qui était censé être le diable, de façon sérieusement exagérée, qui s'appelait Benjamin Netanyahou. Tout ça parce qu'il a pensé que qu'il y avait mieux à faire pour réunir le peuple face à un tel fléau. Il a senti que le costume était trop grand pour lui, il débutait à peine. Et moi, je l'ai admiré de se suicider politiquement, et justement pour le bien du peuple. Et c'est le seul anti-déconstruction. Enfin, quelque chose de positif, ça c'est bien. On va terminer avec vous, Jonathan Desmas. Est-ce que vous aussi, vous pensez que Benny Gantz peut être l'homme du milieu, l'homme qui peut permettre aux Israéliens de se parler ? Moi, je ne pense pas que la lumière va venir de chez le président. La lumière va venir du peuple. Il vient toujours du peuple d'avoir la lumière. Mais Benny Gantz, c'est quelqu'un moi, je pense qu'on devrait lui donner sa chance. Mais je donne pour preuve la manifestation qu'il y a eu en début de semaine, la manifestation de gauche qui s'est passée quelques heures avant la manifestation de droite, où il était gagnant, la réforme s'est arrêtée. Il n'avait pas du tout besoin de faire un clin d'œil à la communauté de droite. Et pourtant, alors qu'il était devant un parvis de gens de gauche, et il s'est fait huer pour ça par les manifestants, il a dit « Nous devons nous asseoir avec l'autre côté pour arriver à un accord ». Merci. Donc ça montre que même quand il est gagnant, il regarde de l'autre côté et il est posé, il voit le bien d'Israël. Bon, on aura trouvé notre personnalité du jour. Merci et j'espère que le peuple lui donnera ses voix par la suite. Bon, merci Jonathan Desmas, merci à vous Eliane, merci Tamar Sebok pour ce débat effectivement extrêmement vif sur la fracture israélienne. On a compris à quel point les positions pouvaient être tranchées, mais à quel point aussi il y avait un désir de dialogue. Tout à fait autre chose. On va parler maintenant de cette conférence franco-israélienne organisée par la Fondation De Gaulle, les Juifs et Israël. Nous avions, souvenez-vous, évoqué la partie française dans ce studio avec vous, Laurence Goldman, il y a quelques semaines. Eh bien, Gérard Benamou, lui, nous parle de la partie israélienne. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors effectivement, j'étais présent à ce volet du colloque De Gaulle, les Juifs et l'État d'Israël, et je me suis intéressé particulièrement à l'intervention de Denis Charbit sur le thème « Les retombées en Israël d'une conférence controversée ». On le sait, la communauté juive de France a été, on peut le dire, ulcérée par les propos tenus par le général de Gaulle lors de cette fameuse conférence qu'il avait donnée, dans laquelle il avait déclaré « Peuple juif sûr de lui et dominateur ». Est-ce qu'il en a été de même en Israël ? Visiblement non. Les dirigeants israéliens se sont appliqués à minimiser les propos tenus par le général de Gaulle. Et pour quelle raison ? Je cède la parole à Denis Charbit. C'est vrai que l'attitude a été très prudente parce qu'il faut bien comprendre, contrairement au mythe qui consisterait à penser que dès qu'en juin 67, De Gaulle annonce en fait c'est terminé, les Américains ne se précipitent pas. Il faut attendre janvier 68. Là, on est en novembre 67. Et vous savez, l'histoire, on ne la fait pas avec des raccourcis. Novembre 67, on espère que les Américains vont venir, mais on ne le sait pas. Et donc, faute de cette nouvelle alliance, le gouvernement préfère se dire que ça va passer, que c'est une crise provisoire et qu'il ne faut surtout pas en rajouter. Donc, attention, on est conscient des propos très durs sur les Juifs, cette essentialisation, et la presse, effectivement, fait état de cet émoi et de ce scandale. On appelle Charles Pétain, la critique existe, mais on préfère la prudence parce que, et ça aussi, il faut comprendre, on n'est pas en 2023. Aujourd'hui, quelqu'un dirait, n'importe quel président dirait sur de lui-même est dominateur, mais c'est nous qui rappelons notre ambassadeur. À l'époque, on est encore un pays fragile. Même si on sort d'une guerre victorieuse, c'est là qu'on voit le décalage. Alors, est-ce que ces propos, c'était le résultat d'une volonté d'un changement de politique réel de la part de la France, de la part de Gaulle en particulier, ou c'est le narratif qui a entraîné le changement de politique ?
Alors, l'hypothèse que j'ai défendue, c'est le changement de politique qui conduit au changement narratif, parce que De Gaulle n'est pas capable de mettre fin à une liaison à l'amiable. Et donc, pour cela, il revient sur toute l'histoire, là où c'est vrai qu'il pose le premier jalon d'un regard sur Israël qui n'est plus celui qu'on avait jusqu'en 1967. Denis Charbit, par ailleurs, voit dans une des petites phrases du général de Gaulle une sorte d'anticipation de ce que pourrait devenir le sionisme. Tout à fait. Moi, je trouve que... Alors, bien sûr qu'on a entendu surtout ce ton-là, ce son de cloche-là, celui où il dit transformer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. C'est-à-dire, c'est très joli, l'an prochain à Jérusalem, mais si c'était... Est-ce que ça ne peut pas être le point de départ d'une volonté expansionniste ? Voilà. Justifiée par la foi, en quelque sorte. Ça, oui. Il le pointe. En revanche, dans le même texte, dans la même phrase, il dit « revenu, rassemblé dans le site de leur ancienne grandeur ». Et ça veut dire qu'il reconnaît toute la problématique du retour. Vous n'êtes pas des étrangers sur cette terre. Le site de leur ancienne grandeur. Donc on n'est pas revenu, c'est pas une terre, comment dirais-je, étrangère, puisque c'est bien là que nous étions auparavant. Donc il reconnaît la légitimité intrinsèque, profonde, historique de la présence du retour à Sion, mais il pose la limite. Attention, ne pas transformer en ambition ardente et conquérante ces prières-là. Merci Denis Charbit. Gérard Benamou de Tel Aviv pour RCJ. Merci Gérard Benamou donc pour ce point sur ce colloque sur De Gaulle qui s'est tenu il y a quelques jours en Israël. Dans un instant, des chroniques qui parleront d'Israël. On parlera du raisin israélien très présent et puis également du carton des comédiennes et comédiens israéliens au festival Série Mania. C'est tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. RCJ. Rachel Bobot, 77 ans. La fin de vie soulève des questions. Que deviendra mon patrimoine ? Comment le rendre utile ? Qui pour porter mes valeurs après moi ? En faisant un legs au Magen David Adom, je sais que je m'associe à une œuvre immense et tellement juive, le sauvetage des vies. J'ai pris ma décision. Je ferai un legs au MDA et mon âme sera en paix. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02. Le pouvoir de soi, libérez votre potentiel. Le livre de Francky Perez. Le pouvoir de soi est un voyage initiatique qui s'adresse à tout le monde. Que vous soyez manager, étudiant, communicant, professionnel ou parent, découvrez cet extraordinaire pouvoir souvent méconnu dont chacun d'entre nous dispose, celui de cette voix intérieure qu'il nous est possible de guider dans une direction positive. Le pouvoir de soi de Francky Perez aux éditions Henrik B. Disponible en librairie, à la Fnac, sur Amazon et sur www.lepouvoirdesoi.com. RCJ Midi, Rudy Saada. Dernière partie de ce RCJ Midi consacrée à Israël. On va parler maintenant de culture, de société et de tech israélienne. Raphaël Aloui, de quoi allez-nous nous parler, pardon. Alors, moi, je vais vous parler du carton des séries et des acteurs israéliens à Série Mania à Lille. Je vous emmène donc en province de Tel Aviv, à Lille. C'est là que s'est clôturé vendredi dernier le festival Série Mania, un festival bien connu des amatrices et amateurs de binge-watching, puisque depuis 2010 sont décernés là-bas des prix récompensant vos futures séries préférées. Alors pour préciser, le binge-watching, c'est de passer son week-end entier à regarder une série sans s'arrêter. Pourquoi ça concerne Israël ? On le sait, Israël est depuis quelques années une véritable terre promise en matière de création de séries. Et encore une fois, le pays a brillé grâce notamment à l'acteur Eran Naïm, récompensé par le prix du meilleur acteur dans la série israélo-allemande Innermost. Autres récompensées, les actrices Rotem Sela et Gal Malka, qui ont remporté toutes deux le prix de la meilleure actrice pour leur performance dans la série A Body That Works. C'était dans la catégorie Panorama International. Alors, Innermost et A Body That Works, de quoi parlent ces deux séries ? Innermost se passe à Tel Aviv, où l'on suit 3 trajectoires qui s'entrecroisent, dont celle d'un policier expérimenté sur le point de devenir père, joué par Eran Naïm donc. Une série du déjà récompensé Yaron Shani, qui a beaucoup plu au jury, notamment pour sa méthode de floutage entre documentaire et fiction, mais aussi pour son emploi de comédien non professionnel. מי
Dans A Body That Works, Rotem Sella et Gal Malka nous plongent dans la vie de deux femmes unies par les liens du désespoir. La première ne peut pas porter d'enfant, l'autre est à court d'argent. Vous avez compris la suite. Un drame en 8 épisodes avec un acteur qu'on aime beaucoup chez RCJ, Lior Raz, le fameux Doron de la série Fauda. ב5 שנים האחרונות את עברת 4 הזרעות, 12 הפריות חוץ-גופיות, 2 הריונות כימיים. Alors Raphaël, en définitive, qui a gagné ce Sérimania ? Israël, bien sûr. Non, en réalité, le prix de la meilleure série a été attribué à The Actor, première série iranienne sélectionnée pour cette compétition. Mais Israël a été extrêmement bien représenté, aussi bien côté jury que côté récompense, et on a déjà hâte pour la prochaine édition. Voilà, toujours les séries israéliennes au top de l'actualité avec beaucoup de créativité. On va parler avec vous, Églantine, d'une variété de raisins israéliens qui pourrait sauver la production du vin contre le réchauffement climatique. C'est ce qu'a constaté une étude publiée dans la revue Science. Oui, depuis 2017, le docteur Wei Chen de l'Université agricole du Yunnan, dans le sud de la Chine, séquence l'ADN de plusieurs milliers de variétés de raisins. Il se rend compte alors que grâce à l'ADN, il peut suivre la migration des pieds de vigne depuis l'Antiquité et donc voir comment se sont formées les différentes variétés. Et donc grâce à cette technique, le chercheur a réussi à identifier une variété retrouvée lors de fouilles archéologiques. Oui, comme l'explique Time of Israel, l'équipe d'experts s'est tournée vers 70 pays pour trouver l'origine du raisin antique en question. Résultat, ce serait le raisin blanc sauvage qui pousse en Israël le long du Jourdain ou du lac de Tibériade. L'étude montre que tous les raisins israéliens se sont adaptés aux différents climats, sécheresse, canicule ou pluie. Selon Time of Israel, les chercheurs envisagent notamment de réaliser des greffes ou des croisements afin de créer une variété encore plus résistante au dérèglement climatique finalement. Et puis, autre information de cette étude, c'est la forte présence du raisin israélien dans les vins européens. Oui, le magazine montre qu'il y a près de 8000 ans, les raisins de table domestiqués d'Israël se sont croisés avec les raisins sauvages de Turquie. Ils ont ensuite migré dans toute l'Europe. Et donc aujourd'hui, tous les vins de cuve européens, du Riesling allemand au Chardonnay français Rudy, remontent à ces interactions. Merci Églantine. On va terminer avec la personnalité israélienne de la semaine. Emmanuel Ada, on va reparler avec vous de séries, puisque Raphaël parlait de Lior Raz. C'est lui, votre... Oula, je m'embrouille. C'est donc Lior Raz, votre personnalité de la semaine. Vous allez nous dire pourquoi. Absolument, Rudy. Bien, d'abord, tout le monde l'aime. Lior Raz est devenu une star internationale. Mais on a appris cette semaine, grâce à ce festival, qu'il était d'origine oranaise et que sa maman donc avait la nationalité française et que lui aussi par la même occasion, et donc il était binational comme moi par exemple, et que il était très fier de ça, et en plus donc il est séfarade, donc ça nous a tous beaucoup fait sourire en Israël. Merci Emmanuel Ada. On va se quitter en chanson avec une chanson israélienne. Elle va représenter Israël au prochain concours de l'Eurovision à Liverpool au mois de mai. La chanson s'appelle Unicorn. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la chanteuse ? Alors la chanteuse est une très belle jeune femme qui défend le concept de la licorne qui est, comme vous le savez, hyper connue aujourd'hui du plus jeune au plus âgé. Écoutez, on aime bien cette chanson en Israël et puis elle est très très sympathique cette chanteuse, donc on lui souhaite bonne chance. Voilà, on va écouter Unicorn, c'est donc la représentante d'Israël au prochain concours de l'Eurovision. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un court instant, vous retrouvez Florence Berthoud avec un livre, un lecteur. Très bon week-end, Shabbat Shalom sur l'antenne. Il est décidément temps que la semaine se termine. Très bon week-end et Shabbat Shalom sur RCJ. Merci à vous Emmanuel Ada. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories time to go away and believe in fairy tales, oh. If you're gonna do it, I'm gonna stand in like a unicorn. Out here on my own, I got the power. The power of a unicorn.
running like a unicorn. Out here on my own, I got the power of a unicorn. Don't you ever learn that I won't look back, I won't look down. I'm going up, you better turn around. The power of a unicorn, the power of a unicorn. It's gonna be phenomenal, phenomenal, phenomenal. I like my colam. It's gonna be phenomenal, phenomenal. You can call me queen and lead out, we in law. You wanna see me dance? You wanna see me dance? You wanna see me dance? Watch me.